On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous irons plus loin dans un instant avec, comme chaque lundi, à mes côtés Anne Niva. Bonjour Anne, bonsoir. Reporter de Guerre indépendante. Vous étiez il y a quelques semaines encore en Russie où vous avez vu les effets donc, de cette guerre côté russe. On va en reparler dans un instant. Vous avez notamment écrit pour cette occasion une série d'articles à lire chez nos confrères du Point, l'hebdomadaire. Également parmi nous, Gauthier Rybinski, chroniqueur international ici à France 24. Et l'actualité qui nous intéresse ce soir, c'est d'abord la recherche d'éventuels survivants qui continue à Dnipro en Ukraine après la frappe contre un immeuble d'habitation samedi. Au moins 40 morts, frappe la plus meurtrière depuis le début de l'invasion russe. Moscou qui promet de brûler les armes lourdes que l'OTAN entend livrer à Kiev. L'Union européenne, elle, pressée d'inscrire sur sa liste noire des organisations terroristes les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de Téhéran. Manifestation à Strasbourg devant le Parlement, alors que l'Iran est secoué par un vent de révolte et de répression depuis 4 mois maintenant. Et la mort en détention de Mahsa Amini pour une affaire de voile. C'est tout de suite et on va plus loin. Et c'est l'une des attaques les plus meurtrières contre les civils ukrainiens depuis le début de l'invasion russe. Au moins 40 morts à Dnipro après la frappe samedi contre un immeuble d'habitation. Moscou dément en être à l'origine. L'Union européenne dénonce un crime de guerre. Noémie Roche. Aidés par des chiens, ces secouristes travaillent sans relâche depuis des heures dans les ruines de cet immeuble. Nous cherchons des survivants, des gens qui sont présumés en vie, mais aussi des cadavres. Dimanche, les recherches se sont poursuivies toute la journée, sous l'œil des rescapés, traumatisés. L'explosion a été très longue. Il nous a semblé que c'était très long. Mon enfant et moi, on a crié si fort que j'avais mal à la gorge. 5 minutes après l'explosion, nous n'arrivions même plus à bouger. L'immeuble de 75 appartements a été touché de plein fouet par un missile russe. 2 étages ont été détruits dans l'explosion, qui a aussi touché les immeubles voisins. Des débris me sont tombés dessus. Je n'ai pas entendu l'explosion et la fenêtre m'est tombée dessus. C'est tout. Dans la ville, près de 2000 habitants sont désormais privés d'électricité et de chauffage. Selon l'état-major ukrainien, Moscou a procédé à 3 frappes aériennes et à une 50aine de tirs dans la journée de samedi. Et comment se remet-on en Ukraine de ces frappes de samedi? Mélina Huet, vous qui êtes à Kiev pour France 24, on réagit beaucoup à l'attaque contre cet immeuble. Oui, absolument. Je peux vous dire que c'est la colère qui domine depuis plusieurs jours, depuis samedi, après cette nouvelle frappe qui, cette fois, vous l'avez dit, a atteint un immeuble d'habitation. Au moins 40 morts à ce stade, c'est difficile d'évaluer le nombre de victimes puisqu'il y a encore des dizaines de victimes sous les décombres et que vous imaginez bien qu'avec des températures négatives et depuis plusieurs jours qui sont sous les gravats, il y a très très peu de chances que de nouvelles personnes soient sauvées. Ici, ce qu'on entend tous les jours depuis plusieurs semaines, mais ça s'est renforcé ces derniers jours, c'est que la Russie est un État terroriste et qu'il devrait être considéré comme tel par la totalité de la communauté internationale. Vous l'avez dit en introduction, l'Union européenne a dénoncé un crime de guerre et c'est vraiment ce qu'on entend ici depuis plusieurs jours à Kiev et ailleurs évidemment. Et oui, à Anne, du côté russe aussi, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, dénonce une tragédie, mais pour l'attribuer, lui, possiblement, à un tir de défense ukrainien. Oui, ça c'est inadmissible, mais c'est le jeu que joue le Kremlin depuis le départ. Et il y a même eu pire que ça, puisque toute la journée d'hier, officiellement, les Russes n'ont cessé de se référer à ce qui avait été dit et publié sur un poste d'un conseiller de Volodymyr Zelensky, qui s'appelle Arestovitch, qui lui-même avait dit que ça avait été une erreur de la défense aérienne ukrainienne. Ensuite, il s'est repris. Mais comme il avait dit ça et que c'était la première fois qu'il disait ça, évidemment, les Russes, toute la journée, ont profité, si vous voulez, pour tirer la couverture à eux et prétendre que c'était pas leur erreur, puisque c'était même un Ukrainien qui le disait. Et le plus inconvenant, c'est qu'il ne parlait même pas du nombre de morts civiles. À aucun moment, hier, dans les médias d'État russes, il n'y a eu, on a fait état du nombre de morts civiles. C'est-à-dire que les gens russes qui regardent la télévision ne peuvent pas être au courant de ce qui s'est passé.
Faut-il voir, Gauthier, du cynisme côté russe ou bien la certitude réelle d'être du bon côté? On s'en convainc à Moscou. Eh ben, on s'en convainc avec le cynisme, justement. Ça commence par le cynisme, c'est-à-dire qu'on affirme contre vents et marées, contre l'évidence, un certain nombre de choses, et puis après, on y croit. Là, ce qui est important dans ce cas-là, c'est que, à supposer même qu'effectivement, parce que le maire même de Dnipro a dit... Oui. A critiqué d'abord ce qu'avait dit cet Arestovitch. Tout à fait. Et donc il y a eu une dissension pour la première fois au niveau de 2 personnalités officielles ukrainiennes. Voilà, et un certain nombre d'officiels ukrainiens ont dit, oui, bien sûr, il y a un équipement thermique à côté. Quand on sait que ces missiles peuvent avoir une marge d'erreur de 4 à 5 km, c'est quand même... Bon. Mais là où le diable est dans le détail, si j'ose dire, c'est que quand vous regardez, depuis le début de cette guerre, le nombre d'immeubles, de résidences qui ont été pilonnés par les Russes, à l'époque même où il n'était pas question encore de frapper la structure énergétique, vous avez une évidence qui se détache sur la volonté, évidemment, de casser le moral et casser les pattes des Ukrainiens. Et le danger dans ce genre de choses, c'est qu'on fait du relativisme. On va dire, ah ben vous voyez bien, là, pour le coup, ce ne sont pas les Russes. Alors on va mettre une case où les Russes éventuellement se sont trompés, oubliant de mentionner les victimes en plus, et puis une autre, on va dire, ah ben oui, non, là, les Russes ne se sont pas trompés. C'est ça qui est détestable, c'est d'arriver à faire et à fournir, y compris à l'opinion occidentale, les éléments d'un relativisme, pardonnez-moi, mais qui sent très mauvais. Mélina, les Russes ont-ils délibérément visé cet immeuble d'habitation, ou bien peut-il s'agir d'une bavure si leur cible était en réalité une infrastructure énergétique ? Alors j'entends très très mal l'antenne, je crois que Gauthier en a un peu parlé. Il s'agirait plutôt d'un missile, d'un énorme missile de croisière RAV-22 qui est censé être un missile anti-navire soviétique avec une charge utile qui va jusqu'à 1 tonne et qui a une marge d'erreur de 4 à 5 km. Donc il est tout à fait possible. Et d'ailleurs le maire de Dnipro qui a été interviewé par des médias ukrainiens qui lui demandaient si ils avaient sciemment visé cet immeuble disait non, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une erreur. Mais alors là, on joue sur les mots. Effectivement, cibler directement un immeuble d'habitation, ça rentre dans le cadre d'un crime de guerre au regard du droit humanitaire international. Mais si on veut aller plus loin, cibler, pilonner depuis des mois des infrastructures énergétiques de la façon avec laquelle la Russie le fait de manière systématique et avec une telle force et une telle puissance et une telle répétition depuis plusieurs mois, peut rentrer également dans le cadre d'un crime de guerre selon le droit international. En tout cas, toutes les organisations de défense des droits humains disent que cela pourrait être amené devant un tribunal international parce que quand on cible une infrastructure électrique dans le cadre d'une guerre et qu'on essaye de se justifier en disant que ça pourrait alimenter des bataillons par exemple, en réalité ce qu'il faut bien savoir c'est que il faut que ce soit proportionné en quelque sorte. Alors c'est un peu cynique de penser comme ça, mais en tout cas ce que l'on voit avec l'Ukraine depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois maintenant, c'est que ces frappes-là, elles vont jusqu'à créer 50% de blackout sur la totalité du pays. C'est une population entière qui est complètement acculée. Merci Mélina Huet. À s'en prendre à des infrastructures énergétiques dans un pays où les températures sont très nettement en dessous de zéro, c'est bien un moyen de porter atteinte aux populations civiles aussi, voire prioritairement bien sûr, mais les Russes ne s'en cachent pas. Les Russes ne s'en cachent pas. Et je vous dirais même ce que j'ai entendu en Russie sont des paroles terrifiantes. C'est-à-dire que j'ai entendu des Russes qui me disaient finalement, si on ne touche que des infrastructures, c'est moins important que de tuer des gens. Donc, c'était pour légitimer ce qui était la stratégie du Kremlin. C'est-à-dire de dire que ce n'était pas important que les Ukrainiens meurent de faim, que ça soit une stratégie militaire, etc. etc. Donc, la façon dont les Russes font la guerre n'a pas changé depuis des années. Moi, je vous rappelle que j'étais sous des bombes russes en Tchétchénie, c'était quand même il y a plus de 20 ans. Et j'ai pu témoigner déjà à l'époque du fait que l'armée russe visait délibérément des villages entiers dans lesquels j'étais, dans lesquels il n'y avait que des civils. Ce n'étaient pas des cibles militaires. Donc, rien de nouveau sous le soleil, si je puis dire. Dmitri Peskov, Gauthier, lui, dément que l'armée russe cherche à s'en prendre à des infrastructures civiles, tout comme des habitations. Pour lui, les cibles sont exclusivement militaires, c'est ce qu'il a dit. Alors, là aussi, cynisme, puis au bout de quelques mois, on en est persuadé. C'est ça aussi le propre des régimes autocratiques ou dictatoriaux. C'est qu'on finit par se persuader du bien fondé de ce que l'on commet, y compris comme crime,
et du bien fondé absolu et infaillible de ce que dit le chef. Et pardon Gauthier de vous couper, ils finissent par s'en persuader, mais à mon avis en Russie ils en sont persuadés dès le départ, si vous voulez. Voilà. Ils n'ont pas besoin de s'en persuader. Non, mais je pense que... Ils restent droits dans leurs bottes. Non, c'est vrai, mais je pense qu'un personnage comme Peskov, qui est tout sauf un imbécile... porte-parole du Kremlin. Il est encore plus coupable, si j'ose dire, parce que c'est quelqu'un qui sait d'où partent les choses et qui se persuade, c'est comme ce qu'il a dit, les nouvelles armes occidentales, nous allons les brûler. Nous les brûlons et nous continuerons à les brûler. Bon, mais ça, c'est de la pure propagande. C'est de la pure propagande, et on comprend bien ce que veut dire aussi l'exigence de créer finalement, qui a été notifié, publié par l'Allemagne, qui est de créer un tribunal spécifique qui soit pour juger effectivement tout ce qui a été aussi désinformation et collaboration directe avec des crimes perpétrés. C'est pas farfelu comme idée. Ces armes lourdes qu'on évoquait à l'instant, effectivement, Moscou annonce qu'elle les brûlera. Que peut faire concrètement la Russie face à cet investissement occidental dans des chars en Ukraine, puisque voilà, le Royaume-Uni part sur effectivement des chars de combat et que l'OTAN se dit déterminée à livrer effectivement des armes lourdes. On est en train de franchir un cap. Est-ce qu'on est vraiment dans l'escalade finalement que dénonce un certain nombre de pacifistes, on va dire, face à cette situation, Anne? C'est-à-dire qu'on rentre effectivement dans une nouvelle étape. Une nouvelle étape dans laquelle on se refusait de rentrer précédemment. Ça veut donc dire que ce que les Ukrainiens nous demandent à l'Occident, ils sont en train peu à peu de l'obtenir. Alors, des chars lourds, ils en ont besoin, ils le disent, de 300. Et là, on parle d'une vingtaine à peine. Donc, on n'est pas encore en train de leur livrer exactement le nombre de ce qu'ils veulent avoir. Mais on avance, et les Britanniques, effectivement, sont les premiers, ils le revendiquent, c'est un positionnement politique aussi. C'est audacieux de leur part. Audacieux de leur part, mais ensuite, il y a l'Allemagne. L'Allemagne, ça c'est très important, ce que va faire l'Allemagne. Parce que les chars les plus importants, les Léopard 2, qui sont, disent les militaires, les meilleurs au monde, sont ceux que veulent les Ukrainiens. Et là, tout va être décidé ce vendredi, dans quelques jours, à la réunion de Ramstein, qui va être capitale pour voir... Et l'Allemagne est sous pression. La coalition est sous pression, militairement et politiquement sous pression. Nous sommes tous suspendus à cette décision de l'Allemagne. On va retourner voir Mélina dans un instant. Gauthier Rybinski, l'Allemagne, elle a joué un rôle déterminant dans cette affaire. Elle semble réticente, Olaf Scholz semble réticent à réagir. Pourquoi? Alors oui, ce qui est curieux, c'est que Scholz est de plus en plus seul dans cette affaire. Vous avez vu, on en a souvent parlé, l'aile des Verts, qui est une aile de gauche, voire jadis d'extrême gauche, qui était à fond pacifiste. Je me souviens que dans les années... C'était déjà plus le cas sous Joschka Fischer. Non, justement, Fischer avait fait une sorte avait viré la cutie des Verts. Mais à l'époque, en 79-80, quand il y avait la question de la double résolution de l'OTAN avec l'installation des Pershing en territoire allemand, vous aviez les ancêtres des Verts d'aujourd'hui qui disaient plutôt rouge que mort. Bien, vous voyez comment on a changé complètement. Et donc aujourd'hui, la ministre des Affaires étrangères, Baerbock, le ministre de l'économie sont favorables à un armement, une livraison massive d'armes à l'Ukraine. Idem du côté des libéraux, alors qu'on pensait que les libéraux allaient dire « mais oui, mais budgétairement, c'est pas très solide ». Donc vous avez Scholz qui se retrouve... Et pourquoi il se retrouve isolé? Parce que Scholz raisonne encore à l'ancienne en disant « l'Allemagne n'a jamais fait cavalier seul ». L'Allemagne a toujours procédé avec les États-Unis, surtout. Avec l'Europe parfois, mais les États-Unis. Seulement là, pas de bol, les États-Unis disent à l'Allemagne « maintenant, il faut fournir ». Alors évidemment, j'en reviens à ce que disait Anne, ce qui est capital dans cette affaire, c'est de savoir combien vont être livrés. Les Polonais qui veulent livrer des chars Léopard, mais il y a une question d'accord... Par le contrat. Voilà, par le contrat qui veut qu'ils ne peuvent exporter des chars, surtout dans une situation de guerre, qu'avec l'aval de l'Allemagne. 14, la Pologne. Alors on va voir combien l'Allemagne, si elle se décide. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans le symbolique. On est dans le symbolique, ça peut momentanément et ponctuellement, à un endroit, soulager les Ukrainiens, mais pas leur permettre de renverser la vapeur. Et c'est toujours la même question. On maintient les Ukrainiens pour qu'ils ne cèdent pas, surtout en ce moment parce qu'ils souffrent, mais on ne les aide pas à gagner. Vous avez observé des combats, Mélina Huette, vous revenez de la ligne de front. Ils sont nécessaires aujourd'hui, ces chars, et concrètement, ils peuvent changer réellement la donne sur le terrain?
Mais écoutez, ce que disait Gauthier Rybinski déjà est intéressant sur le fait que le chancelier allemand fait cavalier seul, et ça n'a pas échappé aux Ukrainiens qui le soulignent. Et il y a notre confrère de RFI ici à Kiev qui s'est fendu d'un tweet que je vais vous lire parce que c'est aussi important. Il dit: fascinant d'observer la façon dont 2 leaders allemands tentent de donner le ton sur l'Ukraine, la surprenante Annalena Baerbock aux affaires étrangères, on va peut-être en parler, et le chancelier Olaf Scholz qui a oublié que l'Ostpolitik, c'était dans les années 70. L'Ostpolitik, quand il fait référence à ça, c'est cette politique de normalisation, on va dire, des relations avec l'Union soviétique. Et pourquoi il parle d'Annalena Baerbock? C'est qu'elle, de son côté, le jour même, elle dit qu'il faudrait créer un tribunal international pour amener Poutine donc devant un tribunal spécial pour son crime d'agression contre l'Ukraine. Ils disent en fait il est temps pour la chose de se rendre compte qu'aujourd'hui on a besoin de ces chars. Alors maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir changer la donne? Déjà, quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est que pour pouvoir utiliser des blindés lourds, il faut que la météo soit en la faveur, notamment ici des Ukrainiens, s'ils veulent mener une contre-offensive. Pour le moment, nous, ce qu'on a vu, c'est quand on est allé même jusqu'à Kupiansk, où il faisait -12, -15, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'il fait -15, -20 pendant 2 jours, puis après, il fait de nouveau, je sais pas, -5 degrés, 0, etc. Donc ça reste un terrain extrêmement boueux, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que si jamais les Occidentaux traînent à livrer ces armes, ils vont perdre ce momentum, les Ukrainiens, parce que ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, c'est de mener une contre-offensive assez rapidement. Là, ils bénéficient d'une armée russe assez désorganisée, peu importe ce que dit Vladimir Poutine, qui avec son satisfecit en disant tout se passe très très bien pour notre armée. Ce n'est absolument pas le cas. Le seul endroit qui bouge, c'est Soledar, et c'est aussi la raison pour laquelle on en a tant parlé. Tout le reste est complètement figé. Et tant que l'armée russe n'aura pas mobilisé davantage d'hommes, ils essuient quand même de très nombreuses pertes, à mettre en perspective avec les pertes du côté ukrainien. Alors, très peu de chiffres, mais on pense qu'il y aurait autour de 100 000 hommes du côté ukrainien qui seraient ou blessés ou tués, mais c'est rien comparé à ce que la Russie a subi sur ses effectifs initiaux. Par contre, si il n'y avait pas de chars lourds livrés avant la fin du printemps et même le début de l'été, la Russie pourrait tout à fait reconstituer son armée, avoir une nouvelle mobilisation par exemple, ou même envoyer des conscrits. Merci Mélina Huette avec nous en direct de Kiev. Un mot, Anne, il y a une question de temps, le timing comme on dit, il est important. Là, il y a peut-être la possibilité pour l'Ukraine, avec éventuellement des chars, de pouvoir avancer à nouveau, à condition évidemment que le sol reste gelé. Écoutez, moi, je ne fais pas comme tous ces gens sur les plateaux qui ont réponse à tout et qui savent tout. Simplement, la seule chose que je sais, puisque je n'ai couvert que des guerres depuis le début de ma carrière, c'est que tout va se passer sur le terrain. Donc on peut commenter tout ce qu'on veut, c'est ce qui va se passer sur le terrain, et que vous et moi, ni personne ne sait, c'est ça qui sera déterminant. Et effectivement, les seules certitudes qu'on a, c'est que des deux côtés aujourd'hui, la guerre n'est pas terminée. C'est-à-dire même s'il y a une différence de morale énorme entre les Ukrainiens et les Russes, puisque les Russes sont totalement démoralisés, désorganisés et qu'ils ont beaucoup de pertes, etc., ils sont forcés, en tout cas, qu'ils le veuillent ou non aujourd'hui, de continuer ce combat. Et c'est ce que leur dit Vladimir Poutine, qui reste encore le chef, jusqu'à preuve du contraire. Et de l'autre côté, on a des soldats et une hiérarchie qui est beaucoup plus stimulée. Donc, y aura-t-il une offensive du côté ukrainien plutôt qu'une contre-offensive? Là, il s'agit d'une offensive véritable. Ou cette offensive viendra-t-elle du côté russe? Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que côté russe, on est plutôt capable de réagir en contre-offensive, c'est-à-dire on est moins capable d'aller à l'offensive, qu'on a d'ailleurs perdu. Les Russes ont perdu toutes leurs offensives depuis le début de cette guerre. Oui. Voilà 4 mois aujourd'hui qu'ils manifestent en Iran, les jeunes et les moins jeunes, les femmes notamment, depuis la mort de Mahsa Amini, cette Kurde iranienne tuée après son arrestation pour un voile mal porté. La rue s'embrase, le pouvoir réprime, plus de 500 morts d'après les ONG et des dizaines de condamnés à la peine capitale. C'est dans ce contexte que l'Union européenne, elle s'interroge, faut-il inscrire les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de Téhéran, sur la liste des organisations terroristes? Marc Pope. Face au durcissement de la répression en Iran, l'Union européenne entend bien ne pas rester silencieuse. La décision de placer les gardiens de la révolution islamique sur la liste des entités terroristes fait son chemin au sein de l'institution. Les Pays-Bas, la République tchèque ou encore l'Allemagne plaident pour. Inscrire les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes est politiquement important et logique. Les obstacles juridiques doivent être levés avant cette inscription.
La France, elle, reste prudente, mais ne ferme pas la porte à cette option. Mais sa mise en œuvre reste compliquée sur les plans juridiques et sécuritaires. Les gardiens de la Révolution constituent une des armées officielles de l'Iran et ces réseaux sont très développés. La liste de l'Union européenne des entités terroristes comporte 21 groupes tels Al-Qaïda, le Hamas, l'organisation État islamique ou encore les talibans. Depuis 2019, les gardiens de la Révolution islamique sont déjà considérés comme terroristes par les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Cette qualification est une réponse directe à un régime hors la loi. Elle ne devrait surprendre personne. Ce groupe militaire est le plus puissant d'Iran. Il a été créé juste après la révolution de 1979, avec pour but de faire respecter le système islamique. Il supervise les armes stratégiques du pays, dont le programme balistique, et son influence s'étend dans tout le Moyen-Orient. En novembre, le Parlement européen a rompu toute relation avec Téhéran. 150 personnes et entités iraniennes font depuis l'objet de sanctions européennes. Siavosh Ghazi nous fait part des réactions à Téhéran. Que se passerait-il si l'Europe inscrivait les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, Siavosh? On est bien sûr dans une situation de confrontation entre l'Iran et les pays européens et les États-Unis, mais bien sûr, il y a de plus en plus de sanctions donc adoptées par les Européens et les États-Unis contre l'Iran. Mais pour Téhéran, la situation des gardiens de la Révolution, c'est une ligne rouge. Dans les négociations nucléaires qui n'ont pas abouti et qui sont dans l'impasse, l'une des demandes de Téhéran, c'est la levée de ces sanctions contre les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution font partie intégrante des forces armées iraniennes et donc en plus de cette situation, les gardiens de la Révolution sont très impliqués dans l'économie iranienne. Adopter des sanctions économiques à cause des droits de l'homme, et qualifier les gardiens de la Révolution d'organisations terroristes signifierait que donc il y a une situation de plus en plus de confrontation entre les Européens et l'Iran, et donc ça voudrait dire la mort totale des négociations nucléaires. Ça voudrait dire que l'Iran va s'engager de plus en plus dans son programme nucléaire et donc s'approcher de plus en plus vers une situation de non-retour en développant l'enrichissement d'uranium. Et donc ça serait une situation de confrontation encore plus importante entre l'Iran et les pays occidentaux d'une manière générale. Un point de non-retour, Gauthier. Là, c'est vrai qu'on désigne clairement, finalement, l'État iranien, pratiquement son bras armé en tout cas, comme terroriste. On se coupe définitivement de l'Iran et toute possibilité de négociation, tout canal de discussion. Alors, le problème est le suivant. C'est vrai que les gardiens de la Révolution rapportent beaucoup à l'État iranien. Et c'est vrai que les mettre à l'index en les qualifiant d'organisations terroristes, ça veut dire que au Moyen-Orient, ça signifie pour un certain nombre de pays, d'États ou de fractions, je pense en Irak, qui sont habitués à négocier ou à travailler ou à commercer avec les gardiens de la Révolution, ça signifie un arrêt. Et là, effectivement, si on touche aux gardiens de la Révolution, c'est non seulement le pilier idéologique du régime, mais aussi, d'une certaine façon, financier. Quel est le risque de ça? Et là, je n'aurai pas de réponse univoque. D'un côté, les privations, effectivement, du régime. Le régime se fiche éperdument de savoir dans quelle situation sont les Iraniens. Et par contre, si les devises qui lui arrivent à lui, au gouvernement, via les gardiens de la Révolution, là, il va s'en préoccuper. Mais à l'inverse, on peut dire que d'une certaine manière, l'État iranien, le régime des mollahs, s'est accommodé des sanctions américaines jusqu'à présent. Et donc il y a ambivalence. Mais le risque que l'on court avec cette décision, qui peut être ô combien justifiable et justifié, c'est aussi de faire en sorte que l'Iran bascule définitivement, justement, du côté de la Russie, de la Corée du Nord, de la Chine, y compris à travers le conflit ukrainien, où on voit que l'Iran s'illustre technologiquement avec ses drones. Ça aussi, vous voyez, c'est-à-dire que les dossiers s'enchaînent et que là, il y a un risque qui n'est pas certainement voulu, qui peut être un effet pervers de cette décision. On aurait tort d'inscrire les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, Anne, ici en Europe. Ça n'est pas à moi de le dire, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, en revanche, ce qui me touche beaucoup dans ce qui se passe en Iran aujourd'hui, c'est d'abord qu'on en parle assez peu. Et comme on sait, il y a toujours une espèce de bataille aussi pour la médiatisation. Et puis, il y a aussi toute cette polémique autour le nombre de condamnations à mort liées aux manifestations. Et il y a des chiffres qui sont complètement différents. Et le fait que ces chiffres soient différents, l'AFP parle de 18, Amnesty International de 26, la collectif Iran Justice parle de 60 condamnés à mort quand même. Et donc c'est quand même... Et le pouvoir maintient justement le flou. Pourquoi? Parce que le but
un peu comme en Russie, c'est de tenir le peuple par la peur. C'est-à-dire, c'est de dissuader les manifestants pour les empêcher de sortir, les empêcher de tout soulèvement. Et ça, il faut continuer à observer ce qui se passe en Iran. Il y a quand même un silence assourdissant des pays occidentaux et des pays arabes. Qui convoquent pourtant les ambassadeurs. Oui, d'accord, mais enfin bon, tout le monde est quand même très occupé à ménager plutôt l'hypothétique accord sur le nucléaire iranien et donc se tait. On ne dit pas grand-chose. Nos dirigeants politiques ne disent pas grand-chose. Bien sûr, on est occupé avec cette guerre en Ukraine, c'est pas moi qui dirais le contraire. C'est-à-dire, la guerre en Ukraine ne devrait pas minorer ce qui se passe ailleurs. Et ce qui se passe ailleurs, c'est, comme vient de le dire Gauthier, quand même des événements qui peuvent avoir des conséquences énormes. Si je vous interrogeais sur les gardiens de la Révolution, c'est que vous avez couvert notamment le conflit en Irak, vous avez vu l'importance sur le terrain de, encore une fois, ce bras armé oui, il a joué un rôle politique en Irak, absolument donc énorme. C'est se fermer la porte sur un certain nombre de dossiers, une capacité d'influence, le fait de les refuser, comme l'ont fait les États-Unis finalement, qui sont très actifs en Irak. C'est surtout une façon, disons, très hypocrite d'essayer d'influencer sur la situation. C'est-à-dire, c'est ne pas décider réellement quoi faire en décidant de mettre une structure sur une liste. Bon, d'accord, ça a des conséquences, mais en même temps, c'est pas aussi important que si on avait une influence plus directe sur ce qui s'y passait, et notamment par le biais de nos diplomates ou de nos dirigeants. Vous évoquez l'un et l'autre le dossier du nucléaire. Je vous demandais très rapidement à l'un et à l'autre, donc, faut-il aujourd'hui, au nom de ce qui se passe en Iran, eh bien, finalement... Voilà, laisser ces négociations ne pas aboutir d'une certaine manière ou refuser de parler à l'Iran au risque de les voir demain au seuil, comme on dit, nucléaire. C'est ce qui est déjà le cas. Oui. Mais le problème, c'est que l'Iran avance, n'a pas choisi, si vous voulez, parmi les dossiers internes, le nucléaire et la question, si vous voulez, des sanctions. L'Iran n'a pas choisi un débat où elle puisse être en deçà sur un dossier pour pouvoir accepter une forme de marchandage avec l'Occident. Elle est à fond, elle appuie à fond sur les trois dossiers. Et du coup, eh bien, l'Occident, lui, recule. Et c'est ce que disait Anne. C'est ce qui fait aussi qu'on n'en parle pas assez. Et simplement d'un mot pour dire qu'effectivement, ça rejoint l'autre conflit. Parce que dans les deux cas, de quoi s'agit-il? De la définition profonde de ce qu'est l'humanité, de ce que nous pouvons accepter et de ce que nous ne pouvons pas accepter. Et de l'ampleur de notre interventionnisme. Parce que, bon, pour revenir à la guerre en Ukraine, qui est un sujet que je connais mieux, c'est bien parce que nous savons que nous n'avons pas envie d'aller faire la guerre en Ukraine, concrètement, disons avec nos soldats, que nous envoyons des armes. Bon. Et effectivement, les Russes et les Ukrainiens le comprennent. Eh bien, en Iran aussi, ils comprennent que nous n'avons pas envie de nous impliquer complètement. Merci Anne Niva, merci Gauthier Rybinski. C'était On va plus loin. Restez avec nous, un journal dans 3 minutes sur France 24.